Oh mon Dieu, putain de nouvelles. Un homme politique russe vient de faire la chose la plus dangereuse que l'on puisse faire à Moscou. Il a dit la vérité. Debout devant le Parlement, le politicien a déclaré publiquement que la Russie ne peut pas gagner en Ukraine. Et ce retrait stratégique dont Vladimir Poutine ne cesse de parler était en réalité une défaite humiliante à Kiev. Eh bien, à cause de sa franchise, le politicien risque maintenant la prison pour avoir discrédité l'armée. Mais le message qu'il essayait de faire passer est déjà sorti, et Vladimir Poutine panique. Ce qui rend cette situation encore plus significative, c'est que ce politicien n'est pas un type pro-Ukraine ou pro-occidental. Il n'est pas du tout anti-guerre. En fait, il déteste l'Ukraine, et il déteste Volodymyr Zelensky. Mais même dans ce cas, malgré sa haine, il peut voir que les chiffres ne tiennent pas. La Russie n'a tout simplement pas la capacité de gagner en Ukraine, c'est ce qu'il a déclaré publiquement. Écoutez ceci. Arrêtez immédiatement la guerre en Ukraine. Pour stopper la guerre en Ukraine, les députés doivent partager la responsabilité avec le président Poutine. Pour l'échec de l'OMS, plus précisément pour ne pas avoir atteint les objectifs déclarés de l'OMS en 4 ans, y compris l'échec du renversement du régime non-nazi de Zelensky, pourquoi qualifier l'OMS d'échec? La guerre n'est pas finie. Vous pourriez objecter, car les objectifs de l'OMS restent inatteints. En principe, ils restent inaccessibles pour ces raisons. Nous pensons que depuis l'été 2022, nous n'avons pas réussi à vaincre l'Ukraine ni à hisser notre drapeau sur la Rada à Kiev. Par exemple, du fait que depuis mai 2022, nous ne combattons pas contre l'Ukraine, mais contre une alliance de pays de l'OTAN. De plus de 80 pays et organisations publiques soutiennent l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. Nous sommes soutenus par des pays qui se comptent sur les doigts d'une main. Je pense que vous les connaissez tous parfaitement. Je pense que vous les connaissez tous désormais sur les doigts d'une main. Ceci n'était qu'une partie de sa déclaration. Mais avant d'écouter la suite, laissez-moi l'expliquer. Pourquoi est-ce si important? Vous voyez, lorsque Grigori Yurimiev a dit que la Russie n'a pas pu hisser le drapeau de la victoire, ni à Kiev, il ne faisait pas que constater un fait. Il contredisait directement la déclaration officielle de Poutine. Vous voyez, Poutine a passé les dernières années à insister sur le fait que la Russie n'a pas perdu la bataille de Kiev en 2022. Selon Poutine, les forces russes n'ont jamais eu l'intention de prendre la capitale. Ils se sont simplement retirés volontairement, parce qu'ils ont décidé qu'ils ne voulaient que l'est de l'Ukraine. C'est un mensonge, et voici Poutine qui le dit lui-même. Il y a eu des dirigeants européens qui m'ont parlé au téléphone, et ils m'ont dit que l'Ukraine ne pouvait pas signer de traité de paix. Et l'un de mes collègues m'a dit, et je l'ai mentionné, et je l'ai cité par son nom, que nous devions retirer nos troupes de Kiev. Eh bien, par principe, nous avons compris qu'ils pouvaient nous tromper. Cela se passait depuis des décennies. Ils faisaient une chose et en disaient une autre. Mais afin d'éviter des effusions de sang ou toute guerre sérieuse, nous avons accepté et, à la fin du mois de mars, nous avons commencé à retirer nos troupes des territoires entourant Kiev. Au 4 avril, nous avions terminé ce retrait. Certaines troupes sont parties vers la Biélorussie et d'autres se sont simplement retirées directement vers le territoire russe. Et voici la réalité de ce retrait volontaire dont parle Poutine. C'étaient des chars russes qui attendaient juste à l'extérieur de Kiev, attendant l'ordre de Poutine. Ils ne se repositionnaient pas. Ils ont été détruits, puis abandonnés, et laissés dans la boue parce que les forces russes ont été mises en déroute. Poutine appelle cela une décision stratégique. Le reste du monde appelle ça une défaite. Peut-être que c'est une particularité de la langue russe. Ils ont juste un mot différent pour défaite. Peut-être. Et maintenant, un homme politique russe le dénonce publiquement pour ce que c'est. Et devinez quoi? Il ne s'est pas arrêté là. Il continue en exposant absolument tous les mensonges que Poutine n'a jamais racontés au public russe. C'est un extrait que Poutine veut cacher. Les bots russes envahissent donc les réseaux sociaux, mettant des votes négatifs et tentant de faire disparaître toute vidéo qui l'évoque. Merci de cliquer sur s'abonner ci-dessous, cela aide beaucoup l'algorithme. Passons maintenant à la suite de la déclaration. Deuxièmement, toute guerre est une guerre Ukraine. Deuxièmement, toute guerre est une guerre d'économie. L'économie de la Russie, qui ne représente que 2% du PIB mondial, ne peut, par définition, pas vaincre les économies des pays de l'OTAN, qui représentent plus de 50% du PIB mondial. Troisièmement, l'Ukraine peut-elle battre la Russie? Notre avis?
Certainement pas, non pas parce que l'Ukraine a des soldats faibles et lâches, alors que les nôtres sont tous des héros, mais parce que même l'OTAN et les États-Unis ne peuvent pas vaincre la Russie dans une guerre conventionnelle, hybride et irrationnelle. Si la Russie risque de perdre une guerre conventionnelle, elle la transformera inévitablement en guerre nucléaire. Vladimir Vladimirovitch Poutine l'a déclaré à de nombreuses reprises. On le sait, une guerre nucléaire n'a pas de vainqueur. Ainsi, si l'OTAN ne peut pas vaincre la Russie et que la Russie ne peut pas vaincre l'OTAN, la poursuite de l'OMS se transforme en un broyage de vies humaines et de destins, ainsi qu'en des dépenses irrationnelles de ressources financières et de biens matériels. De plus, la prolongation continue de la guerre conduit à la dégradation morale des participants au conflit et, plus largement, de la nation dans son ensemble. À mesure que la propagande, la mort et le meurtre quotidien de centaines de citoyens deviennent routiniers, cela érode les valeurs morales universelles et conduit à un chaos juridique. Jusqu'à la cessation. Donnez-moi juste une minute de plus, je vais finir la partie la plus importante, d'accord? Vous pourrez vous raconter la partie la plus importante plus tard. Voilà. Merci. Bien. D'accord. Règlement. Grigori Nikolaïevitch, merci. Interruption exclusive. Encore une fois, il est important de souligner que cet homme ne fait pas un argument moral sur pourquoi l'invasion est mauvaise. Il en fait un argument pratique. Il dit que l'économie ne peut tout simplement pas soutenir cela, que les pertes sont intenables et que la Russie n'a tout simplement pas la capacité de gagner. Et rappelez-vous, cela vient de quelqu'un qui qualifie le gouvernement ukrainien démocratiquement élu de néo-nazi. Il déteste l'Ukraine et les Ukrainiens, mais cette haine ne change rien aux chiffres qu'il nous présente. Les chiffres empirent chaque mois. Plus Vladimir Poutine prolonge cette guerre, plus la Russie saigne. Économiquement, les revenus pétroliers russes ont chuté de près de 20% en 2025 par rapport à 2024, alors qu'ils étaient déjà en difficulté. Cela s'explique notamment par la baisse des prix mondiaux. Mais le facteur le plus important, c'est la remise que la Russie doit accorder pour vendre son pétrole en 2025. Cette remise s'est élargie à plus de 24 $ par baril. C'est près du double de ce que la Russie proposait pendant les 2 premières années de la guerre. Réfléchissez à ce que cela implique. La Russie paie presque les acheteurs pour prendre son pétrole, mais de moins en moins de pays en veulent. À ce rythme, le pétrole russe deviendra bientôt non rentable à extraire et à vendre. Et ce pétrole représente une part énorme du budget du gouvernement russe. Moins de revenus pétroliers signifie moins d'argent pour l'armée, moins d'argent pour les programmes nationaux, et moins d'argent pour faire tourner la machine de guerre. Les sanctions ne font pas que nuire à la Russie, elles l'étranglent lentement. Mais les dégâts économiques ne sont qu'une partie de l'histoire. Le problème est plus profond. La Russie est devenue isolée diplomatiquement et économiquement. Cet isolement a un prix, comme l'a dit Grégory dans son discours. On peut compter les véritables alliés de la Russie sur les doigts d'une main, le plus important étant la Chine. Mais le mot allié n'est pas vraiment approprié pour décrire ce que la Chine fait à la Russie. La Russie est essentiellement devenue un État vassal de la Chine. Elle dépend de Pékin pour le commerce, la technologie et la couverture diplomatique. Il n'y a pas d'issue. Voici Sarah Payne qui explique cela bien mieux que moi. Écoutez. L'État de Chine, ce connard, en fait partie. Et il n'y a aucune chance qu'il s'en sorte de sitôt. Il y avait cette merveilleuse opportunité pour la Russie. Après l'implosion de l'Union soviétique, ce fut difficile, mais il y avait alors une belle opportunité. Je ne sais pas, vers 2000, quand les prix du pétrole ont beaucoup augmenté. Cela aurait été l'occasion de réformer le système juridique pour le rendre plus favorable aux petites entreprises, afin qu'elles puissent gagner de l'argent, garder leur argent et ne pas avoir besoin de protection. Des gens tentent de récupérer leur argent et d'améliorer le réseau routier. Au lieu de cela, Poutine est arrivé au pouvoir pendant la seconde guerre de Tchétchénie, menant une politique de guerre et rasant la région pour la conserver. Je ne sais pas, tu vois? Et ensuite, il lance la guerre de 2008 pour prendre l'Ossétie et l'Abkhazie à la Géorgie. Et ces choses sont populaires en Russie et les prix du pétrole augmentent, donc il y a de l'argent à partager avec les Russes, le niveau de vie augmente. Mais ensuite, les prix du pétrole chutent fortement puis atteignent un nouveau sommet. Je crois que c'est vers la période des années 240. La Russie a lancé la guerre en se croyant superpuissance. 3 ans plus tard, ils sont devenus un partenaire mineur de la Chine, vendant du pétrole à bas prix et achetant des produits électroniques chinois, ne pouvant plus les fabriquer eux-mêmes. Vladimir Poutine cherchait à restaurer l'Empire soviétique, mais il a fait de la Russie une station-service de Pékin.
Qu'est-il donc arrivé à l'homme politique qui l'a dit publiquement? Exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. Grégory a été arrêté et accusé de discréditer l'armée. C'est essentiellement une loi fourre-tout que Poutine utilise pour faire taire tous ceux qui disent la vérité sur la guerre. Il y a seulement quelques mois, nous avons parlé de la jeune fille qui chantait que cette guerre était mauvaise. Elle a été arrêtée et accusée du même crime. En fait, en Russie, si vous l'appelez simplement une guerre au lieu d'une opération militaire spéciale, vous pouvez être accusé du même crime. Dire que la Russie est en train de perdre, eh bien ça c'est clairement discréditer l'armée et rapporter des chiffres exacts de pertes. Là vous allez directement au goulag. Mais pour Grégory, sa date de jugement est prévue pour le 9 février dans un peu plus d'une semaine, et il risque une interdiction d'exercer une fonction publique, de la prison et de lourdes amendes. Tous les autres politiciens russes sont clairs. Tais-toi, ne dis pas ce que tout le monde sait déjà. Ne fais pas remarquer que l'empereur est nu. Mais voilà le problème. Poutine peut arrêter un politicien, mais il ne peut pas arrêter la vérité. Parce que Grégory n'est pas le seul à dire tout cela. De plus en plus de voix à l'intérieur de la Russie avancent le même argument, simplement avec un langage plus diplomatique, si tu vois ce que je veux dire. Même les propagandistes russes pro-guerre, des personnes qui ont soutenu l'invasion depuis 3 ans, disent cela maintenant. La Russie doit mettre fin à cela, et elle doit le faire rapidement. Écoutez. Nous devons arrêter la guerre. Nous devons mettre fin à l'OMS le plus rapidement possible. Avec une victoire, je ne sais pas à quoi ressemblera cette victoire, mais elle doit satisfaire tout le monde. Bien sûr, il y aura des mécontents, il y aura des patriotes qui tireront la sonnette d'alarme. Mais le groupe central, qui prend les décisions, et ceux qui ont été impliqués, et qui sont impliqués dans l'OMS, ceux qui ont combattu, dont les proches combattent, qui ont aidé le front, doivent être satisfaits de la victoire. Il y a une réalité objective, il y a nos souhaits, il y a certaines normes juridiques inscrites sur le papier. Parfois, cela ne coïncide pas, puis quelque chose se produit et tout rentre dans l'ordre et devient organisé. Il est tout à fait évident que l'Ukraine ne restera pas sous sa forme actuelle et qu'elle sera démantelée et démembrée. Alors pourquoi sacrifier la vie de nos gars et des gars ukrainiens? Pour quelque chose qui nous reviendra de toute façon. Pour le fait que cela nous reviendra. Ensuite, nous avons des PDG russes, des entrepreneurs russes et même des économistes russes. Ils soulignent que le partenariat sans limite de la Russie avec la Chine n'est en réalité pas un partenariat du tout. En fait, ils vont jusqu'à dire que la Russie a besoin de la Chine, mais que la Chine n'a pas vraiment besoin de la Russie. Et c'est pourquoi la Russie se vide de sa substance. Écoutez bien. Après le début de la guerre, Après le début de l'OMS, la Chine est devenue le principal partenaire économique de la Russie. D'ailleurs, il y avait un article qui disait cela. Nous et le pays voisin achetons des composants de drones auprès presque des mêmes fabricants. le pays voisin, drones, composants que nous achetons auprès de différents fabricants. Eh bien, C'est exactement ainsi que ça se passe. Tous les professionnels du secteur le savent. voilà, c'est comme ça. Ils font semblant d'être un ami. Où est-ce que je veux en venir? Je ne parle même pas des drones. Il y a des spécialistes de la Chine et des marchés émergents, ce cabinet Capital Economics. Ils disent non que cet approfondissement supplémentaire de la coopération en matière d'investissement, mais on ne parle même pas d'investissement. C'est juste une coopération financière fantaisiste. En théorie, ils ne nous accordent pas de prêts, et ça ne vaut même pas la peine d'en rêver. La faible demande chinoise pour les produits russes, déjà soumis aux sanctions occidentales, limite leur exportation. Cela pourrait aussi vous causer des problèmes. Pour nous, la République populaire de Chine est pratiquement devenue l'unique acheteur de nos exportations et notre seul fournisseur. Eh bien, nous arrivons encore à acheter quelque chose de temps en temps, parfois des machines, parfois des équipements, parfois des composants, des pièces d'avion. La plupart du temps. Nous les obtenions bien, du moins c'était le cas auparavant. Je ne connais pas la situation actuelle, plusieurs changements ont eu lieu ces 6 derniers mois. Cette soi-disant amitié sans limite entre la Russie et la Chine, si jamais quelque chose la trouble, ils y mettront fin. Et en fait, il y a déjà un déclin. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Notre ancien partenaire, l'Union européenne, nous a fermé son marché. Si un accord de paix survient maintenant, je pense que les sanctions seront levées. Si les États-Unis les lèvent, les Européens devront faire de même. Mais le marché là-bas est déjà occupé par d'autres fournisseurs. En d'autres termes, la Russie a besoin de la Chine, mais la Chine n'a pas vraiment besoin de la Russie. Nous n'avons pas besoin d'eux.
Poutine a peut-être construit un système où dire la vérité est un crime. Mais devinez quoi? La vérité ne se soucie pas de la loi russe. Poutine peut arrêter des gens, mais il ne peut pas arrêter la réalité. Et la réalité le rattrape rapidement. Donc, je m'appelle Sam, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. L'un des problèmes avec la création de vidéos de ce type, qui montrent de nombreuses frappes de drones, même si aucun humain ou soldat russe n'était blessé. YouTube démonétise ou restreint généralement nos vidéos. En fait, la semaine dernière, nous avons eu 4 vidéos de guerre qui ont été démonétisées, selon YouTube. Montrer des frappes de drones, ou même des images des lignes de front n'est pas adapté aux annonceurs, et c'est pourquoi les vidéos sont restreintes. Mais c'est la réalité de la guerre moderne, et c'est la guerre que les Ukrainiens mènent et essaient de survivre. Nous pensons qu'il est essentiel de tout couvrir, c'est pourquoi nous avons lancé notre plateforme Business Basics, conçue de zéro et sans aucune restriction. Nous n'avons pas besoin de flouter nos frappes de drones, nous n'avons pas besoin de flouter les images du front, et nous n'avons pas besoin de flouter les bases aériennes russes détruites. En plus de cela, nous ne diffusons aucune publicité sur le site. De cette façon, nous n'avons pas à nous censurer simplement parce que les annonceurs ne sont pas satisfaits de ce que nous couvrons. Nous ne finançons pas le site grâce à la publicité, nous le finançons grâce à votre soutien. Donc, si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse à ce type de contenu, et que vous voulez regarder nos vidéos sans censure, et obtenir du contenu bonus que nous ne pouvons tout simplement pas publier ici sur YouTube, alors rejoignez-nous sans hésiter sur basicsinsider.com. Vous pouvez également cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR qui s'affiche à l'écran. En nous rejoignant, vous pourrez regarder tout le contenu que nous avons déjà mis en ligne, ainsi que toutes les vidéos que nous publierons à l'avenir. En plus de cela, vous soutiendrez notre couverture et notre chaîne, alors merci beaucoup. Je m'appelle Sam et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.